Allez, on est bon. On est bon. C'est moi qui fais l'intro. Ok. Et après c'est toi qui parles. Hein. Okay. Comment que c'est la série dédiée au mouvement sportif du département de la Moselle. À travers cet échange, vous allez découvrir une personnalité qui vous révélera comment le sport est un élément moteur au quotidien. Comment que c'est brut et c'est sans filtre. Et c'est avec Vincent Gérard, gardien de l'équipe de France de handball, 37 ans, et surtout médaillé d'or au JO de Tokyo. Comment que c'est, Vincent? Ça me fait marrer, parce que le comment que c'est ma phrase. Je le dis assez souvent, et c'est vrai que quand t'es pas en Moselle, à la rigueur en Alsace, ça passe un peu moyen, donc moi ça va. Ça fait plaisir que justement tu relèves le comment que c'est, parce que justement on a cherché une expression typiquement mosellane, et le comment que c'est, quand on interviewe des Parisiens, des gens qui sont pas issus de la Moselle, ils comprennent pas forcément ce que ça veut dire. J'aurais pu rajouter comment que c'est gros normalement. Comment que c'est gros. Moi je suis vraiment très honoré de t'avoir, bien évidemment. Aujourd'hui, on a quand même un gardien emblématique de l'équipe de France, de notre équipe de France de handball. Aujourd'hui, c'est un peu de parler où c'est que tu as commencé. Et surtout, la première question que je vais te poser comme question, c'est comment tu pourrais te décrire? Ouais, c'est vaste, hein. C'est parce qu'on est jour de bac de philo, tu me demandes comment je me décris. Comment tu te décris justement, en tant que personne, hein, pas forcément en tant qu'athlète, en tant que sportif? Non, j'ai évolué, alors c'est ça qui est marrant, hein, le parcours. J'ai commencé pas très loin d'ici, là, au Palais des Sports Saint-Symphorien, au gymnase du Technopole aussi, où j'étais au SMEC Metz, et j'ai fait toutes mes gammes à Metz, même quand je suis allé au pôle les sports à Strasbourg, j'ai continué à jouer au SMEC. Je suis parti en 2006 pour Montpellier, après j'ai pas mal vadrouillé. Et comment je me décris, c'est compliqué parce qu'on évolue vachement avec le temps. Au début, j'étais un compétiteur, j'allais au combat, chaque match, je me battais contre la terre entière. Et puis on se rend compte que c'est fatigant, et maintenant j'essaie d'être quelqu'un de plus posé, même si j'ai quand même beaucoup de caractère, mais d'essayer de choisir mes combats. Et ça tombe bien, tu dis qu'avec le temps, bien sûr, on évolue. J'ai une anecdote, à 15 ans, tu faisais 1m70. Et je voudrais parler justement de ce moment-là où, quand on a 15 ans, qu'on veut faire du sport de haut niveau, qu'est-ce qui trame dans ta tête quand on te dit tu fais 1m70 et potentiellement tu n'y arriveras pas? Comment toi, quelles sont les armes que tu vas chercher justement pour ensuite devenir le gardien de but que tu es devenu? Ce qui est marrant, c'est que quand je repense à mon parcours, en fait, tu t'aperçois que c'est passé par des trous de souris partout, tout le temps. Mais à l'époque, je m'en rendais pas compte. À l'époque, on me disait, alors, je sais plus si je me suis remis 70, 75, mais j'étais pas grand, et j'ai grandi en seconde et en première. Mais à aucun moment, je me suis dit que j'y arriverais pas. À aucun moment, dans ma tête, ça a toujours été clair, et que tant que je travaillais, et je me suis jamais vu ne pas réussir. Et c'est ça qui est un peu... plus on vieillit, plus on s'aperçoit que c'est difficile. Ouais. Souvent, quand on commence, c'est simple. On réussit, on n'a pas la pression. Et puis quand on commence à réussir, quand on commence à avoir du succès, on regarde derrière, on voit tout ce qu'on a mis en œuvre pour réussir, et on voit ce qui reste à faire. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est pour ça que les carrières longues, pour moi, des sportifs, quand on voit des mecs comme Nico Karabatic ou Michael Phelps, les mecs qui arrivent des années après année à continuer à être extrêmement performants, c'est très impressionnant. Beaucoup plus pour moi que de réussir une perf sur 1 an, sur 6 mois, où là, en fin de compte, on est dans un espèce de TGV qui fait qu'on s'arrête pas. Ça tombe bien, tu me parles justement de performance, on va l'aborder un peu plus tard, mais moi je voudrais revenir un peu à qu'est-ce qui t'a fait débuter le handball. Il me semble que ton papa a fait du handball, était coach de handball, était ton coach d'ailleurs, mais comment on débute, comment t'as débuté? Moi, mes 2 parents étaient handballeurs. Ah, génial, voilà, c'est facile comme ça. Voilà. Oui, mais alors j'ai touché un peu à tout, ils ont pas voulu me cantonner dans un truc, j'ai jamais fait de musique, c'est peut-être un de mes regrets, mais sur le coup je le sentais pas. Mon petit frère en a fait, pas moi. Mais par contre, on a fait un peu de tous les sports. J'ai fait de la gym, j'ai fait du basket, j'ai fait du kayak. J'ai fait du basket d'ailleurs avec un coach qui est maintenant le coach de l'équipe 2 des canonniers, qui s'appelle Philippe Horry. C'est vrai? Voilà, à l'époque. Ah, mais je connais très bien, d'accord.
Et c'est un de mes projets, on en parlera peut-être après, mais j'aimerais bien peut-être faire du basket après. Mais... Ouais, bah, on aura une grande discussion alors, hein. Ça va durer 3 heures. Mais ouais, non, j'ai un peu touché à tous les sports. Il y a pendant vers 12 ou 13 ans, j'avais arrêté le hand pendant un an pour faire justement du basket. Et après, je me suis rendu compte que c'était vraiment le hand qui me plaisait. C'est sûr que j'ai grandi dans les gymnases, le Palais des Sports Saint-Symphorien avant qu'il brûle. Ouais. Avec mes collègues, on connaissait par cœur, on allait jouer dans la fosse de mousse de la gymnastique, on connaissait les passages secrets, c'était vraiment chez nous. Donc tout naturellement, j'en suis venu là. Et après, je me suis toujours inscrit dans la volonté d'être performant, mais surtout de prendre du plaisir. Et pour prendre du plaisir, j'avais besoin de jouer de plus en plus haut niveau. Et j'ai besoin que tu m'aiguilles aussi un petit peu, parce que c'est vrai qu'à Metz, on parle souvent du Metz handball féminin. Et en termes masculins, quel est le parcours? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ton parcours scolaire, tu étais où à l'école, par exemple, en étant jeune? Et je sais que tu as dû partir en pôle espoir. Mais à Metz, tu étais où à l'école? Alors déjà, pour la première partie de ta question, c'est que le handball masculin en Moselle a été extrêmement performant dans les années 80-90. Il y avait à l'époque même 2 clubs en D1. Le SMEC Metz et la SPTT Metz. D'accord. Les filles de la SPTT Metz à l'époque ont été un peu plus tard très performantes, et là je crois qu'elles ont gagné leur 18e, 19e, je sais plus compter, leur 19e titre. Le virage du professionnalisme en Moselle pour le handball masculin était beaucoup plus compliqué à gérer. Et je crois que Metz est descendu de D2 la dernière fois, c'est quand j'y étais, donc ça devait être en 2005. Et voilà, maintenant c'est des clubs comme Sarrebourg qui tiennent le haut du pavé. C'est un peu plus compliqué. Vraiment, c'est vrai que maintenant on identifie vraiment le handball en Moselle aux filles de Metz Handball qui font un boulot extraordinaire. Moi j'ai fait toute ma scolarité, mon école primaire à Metz-Plantière. J'ai été d'abord au collège à Schumann les 2 premières années. Ma mère ensuite est partie, parce qu'elle était principale de collège, donc je suis parti 2 ans à Romba pour faire ma 4e et ma 3e, et j'ai enchaîné le pôle à Strasbourg pendant 3 ans, donc où je revenais les week-ends jouer, même parfois en semaine, je revenais pour m'entraîner avec le SMEC Metz. Et je suis revenu les 2 premières années de fac que j'ai fait également à Metz. Et après, je suis parti donc en 2006, à 17 ans, 18-19 ans, je suis parti sur Montpellier pour entamer mon Tour de France. Et quand on est jeune, on se destine directement à être gardien, ou tu as joué plusieurs postes, et c'est fait par hasard le fait que tu sois gardien de but? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'aime beaucoup jouer. J'aime pas être sur le banc, j'aime pas attendre. Et ça, c'est un truc qui m'a suivi tout le long. Et il n'y avait pas de gardien dans mon équipe, donc je me suis dit, c'est un moyen pour moi de jouer tout le temps. Et j'ai pas peur de la balle. Il s'est trouvé que ça s'est plutôt bien passé, donc j'y suis resté. J'étais fragile des épaules quand j'étais jeune, et on m'a dit que si j'avais été sur le terrain, j'aurais sans doute pas pu faire de carrière au niveau. Peut-être parce que j'aurais pas été bon, mais parce que je me serais blessé à répétition au niveau des épaules. Donc ouais, tout s'est goupillé. J'avais sans doute les qualités, j'avais le petit truc pour faire gardien, et ça me permettait moi de jouer beaucoup et de pas avoir à regarder les copains. Et justement, les copains, quand tu étais jeune, est-ce que tu étais... on aurait pensé que tu aurais eu cette carrière, tes copains, ton entourage aurait pensé qu'un jour, tu aurais fait partie de l'équipe de France, dont on parle de Tokyo, bien évidemment, on parle de Paris. Mais est-ce qu'on aurait pu penser que tu aurais eu cette trajectoire-là? Je sais pas, il faudrait leur demander. Moi, j'ai jamais voulu griller les étapes, et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en moins de 18, je me suis dit, je pourrais jouer avec l'équipe de Metz en N3, je pense que j'ai le niveau. Ouais. En N3, je me suis dit, je pense que là, je pourrais jouer en D2. En D2, je pense que je pourrais partir. En fait, à chaque fois, j'ai jamais grillé l'étape. Mon parcours, c'est pour ça qu'il a été un peu sinueux, c'est que à chaque fois, j'ai monté les marches une par une. Ce qui fait que je suis parti de Montpellier en étant plus ou moins numéro 3 pour trouver une place de numéro 1 dans un club un peu moins coté avec Istres, ensuite avec Dunkerque. Et donc en fait, personne ne pouvait dire quand j'étais en moins de 14 que j'allais être un gardien de l'équipe de France. Mais j'avais toujours cette ambition et cette volonté de toujours performer, et je pense cette force mentale qui faisait que je doutais pas, ou même quand je doutais, j'arrivais à être performant. Et je me demande si dans le sport de niveau, la force mentale, c'est pas la clé. Souvent, on parle des entraînements, on parle d'être l'assiduité, mais la force mentale, c'est de la répétition. C'est la charge aussi de pouvoir se lever le matin. J'ai mal aux jambes. Parfois, j'ai mal un peu partout, mais j'y vais quand même. Cette force mentale-là, toi, tu l'as depuis toujours? C'est inné, ou c'est quelque chose que tu as travaillé?
Je vais encore faire une réponse en deux parties. Je pense Ouais. que tu as raison, la force mentale, on dit trop souvent quand on discute de joueurs, ah, lui il aurait pu jouer en D1, lui. Exactement. Ouais. Sauf qu'en fait, on oublie qu'il y a la partie technique, et il y a aussi la partie tactique, c'est une deuxième partie, et il y a la partie mentale. Et un joueur, je sais pas, on parle d'un joueur de foot qui court très vite, qui fait des dribbles, ok, ça il a la partie technique. Mais est-ce qu'il est capable de gérer l'échec? Est-ce qu'il est capable, comme tu dis, de travailler? Est-ce qu'il est capable de se remettre en question? Et ça, c'est vrai que c'est pas palpable, on peut pas le mesurer comme quand on fait des tests. Mais c'est tellement important. Je l'ai vu moi cette année, donc je suis redescendu en D2 pour jouer. La différence entre les joueurs de D1 et les joueurs de D2, elle est pas tant physique. Il y a des mecs, c'est des machines aussi. Elle est un peu tactique, mais elle est surtout dans la capacité que les joueurs de D1, ils ont à répéter l'effort, répéter la performance au même niveau, match après match. En D1, tu vas regarder, il y a un jour un mec qui va te faire, en D2 pardon, il y a un mec qui va te faire, il va marquer 10 buts, il va te faire 20 arrêts, ça va être incroyable. Et la semaine d'après, bam, plus rien. Et l'écart, il est tellement important, alors qu'en D1, parfois les mecs sont moins talentueux, mais ils restent stables dans le niveau de jeu. Et donc pour la deuxième partie de ta question, c'est vrai que je crois que j'ai toujours eu ça en moi, cette volonté comment dire, de continuer à persévérer même dans l'échec. Cette confiance que j'avais en moi, et qui, avec le temps, s'érode, parce que comme je t'ai dit, quand tu regardes derrière, tu te dis, wow, des fois c'est pas passé loin. Mais surtout, cette capacité à gérer l'échec, et à repartir en dépit des échecs, parce qu'il faut pas croire, tous les sportifs ont des échecs en permanence. Et c'est vrai que c'est rigolo, mais je pense que la première fois que j'ai dit à ma mère que j'allais arrêter le handball, c'est quand j'avais 14 ans. Et je pense quand même. Ouais, et je pense que je l'ai dit à mes proches une fois par mois pendant 20 ans, et là encore il y a 3 mois, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, j'en peux plus. Bon, ce coup-ci, j'arrête pour de vrai, mais c'est vrai que. Et cette volonté de se dire, bon, ok, j'ai envie d'arrêter, j'en peux plus, j'ai mal, comme tu dis, j'ai mal, j'ai perdu. En plus, ça s'est mal passé. Demain, je vais me réveiller, je vais être de mauvaise humeur, je vais avoir mal à la tête et tout. C'est quoi l'intérêt? Et puis de se dire, bon, le lendemain, on y retourne. Allez, et en fait, de faire ça, d'être capable au quotidien de faire ça sur une longue période, je sais la difficulté que c'est pour ça que je te disais que j'ai un respect énorme pour des mecs, même comme Bolt, ou qui sont capables de faire des trucs incroyables. Parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que je suis vraiment très content que tu l'abordes, cette difficulté justement de repartir au combat, peut-être même tous les jours, au quotidien. Et moi, je me demande, parce que moi, j'étais aussi basketteur, du coup. Et dans les sports co, c'est vrai qu'il y a les copains. Il y a la structure, il y a les entraîneurs, et c'est vrai que parfois, enfin en tout cas c'est mon cas, je me sentais redevable de me dire bon, moi je vais pas lâcher les copains, voilà, j'ai signé un contrat, donc tu te lèves le matin et t'honores aussi ton contrat. Est-ce que tu avais le même état d'esprit aussi le jour où t'as des coups de moins bien, tu vois, t'as des coups de moins bien, et tu dis non mais les potes ils comptent sur moi, en plus t'es gardien, donc t'es le dernier rempart justement. Est-ce que t'as ce levier mental qui te dit bon ben je peux pas lâcher parce qu'il y a les potes? C'est une question, voilà. Ouais, mais en fait, il y a cette histoire de dynamique de groupe. Ouais, c'est vrai. Et de se dire, des fois, t'es dans le dur. Quand le groupe va bien, quand on dit le groupe vit bien, mais quand ça se passe bien dans l'équipe, avec l'entraîneur et tout ça, même fatigué, tu vas y aller, tu vas bosser. Ouais, c'est vrai. Quand ça se passe mal, quand le truc il est pas sain, c'est là, c'est là que c'est difficile. Tout le monde s'insulte. Ouais, même pas sans aller jusque-là, mais tu vois, quand c'est pas plaisant, quand t'as pas de plaisir à venir à l'entraînement, et si en plus t'as mal. Mais avec le temps, moi j'ai appris à un peu segmenter ces choses-là et à me dire qu'est-ce qui est important. L'important, c'est que je sois bon le week-end. C'est pas d'être bon à l'entraînement. Ça, c'est l'expérience. Ça. Excuse-moi, ça, c'est l'expérience. Parce qu'au début, on veut être bon tout le temps, se prouver. Après, tu dois te le prouver à toi, mais tu dois aussi le prouver à l'entraîneur. Ouais. Après, quand tu arrives à un moment où tu te dis, bon, moi je sais que pour être performant le samedi, je peux me permettre d'être un peu moins bien le lundi, de me faire mal le mardi, de gérer ton truc. L'important, c'est le samedi. Exactement. Et quand tu arrives à gérer ça, oui, il y a des jours où moi je sais qu'à l'entraînement, une fois que j'aurai fait ce que j'avais envie de faire, les 20 minutes, 30 minutes, après je vais baisser le timing. Je vais faire du gainage, je vais faire un peu dans les buts, je vais voir 2-3 trucs, mais je vais pas être à fond. J'avais eu cette discussion un jour avec Patrice Canaillé. On joue tous les 2 jours quand on joue avec tous les 3 jours quand on joue avec des champions. Et il m'avait dit, moi j'ai pas besoin que tu sois bon pendant 1 heure chaque entraînement, 1 heure et demie, c'est impossible. Par contre, quand tu sens que ça vient, fais 1/4 d'heure à fond.
Et c'est ce que j'essaye de faire quand je m'entraîne et que je sens, bam, je commence à faire des arrêts. Là, je me dis, bon, bah, pendant un quart d'heure, mets-toi en condition match. Et pendant un quart d'heure, tu essayes d'être à fond, à fond, à fond. Et quand ça retombe, tu dis, bon, bah, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. Maintenant, je vais me concentrer sur un aspect un peu plus physique, un peu plus. Mais je me suis investi mentalement à fond pendant une petite période. Et ça te permet de pas être trop fatigué et de quand même maintenir un espèce de rythme. Et d'avoir des repères, parce que c'est vrai que souvent dans des échéances importantes, par exemple demain il y a un match coup près, si tu as ce repère justement d'intensité de 15 minutes, finalement c'est largement suffisant parce que tu sais qu'à ce moment-là, je connais pas grand-chose, mais tu sais les efforts qu'il faut mettre en place pour être bon sur la période donnée, non? Ouais, et puis ton corps il a besoin il peut pas ne rien faire ou faire à 30% pendant 5 jours et être à 100% le samedi. Ouais, c'est vrai. Donc ton corps il a besoin de monter et ton cerveau. Donc que tu le fasses pas pendant 1 heure parce que ça serait trop fatigant, c'est compréhensible, mais il faut le faire pour oui, comme tu dis, avoir ces repères mentaux, ces repères physiques de haute intensité. Et après, ça dure un quart d'heure. À toi de le faire durer le plus longtemps possible après en match. D'accord. Moi, j'ai un truc qui m'a surpris, c'est que, sincèrement, quand je me dis, il est en équipe de France, et quand je me rends compte de ton parcours, à un moment donné, ça allait très très vite. Après le Pôle Espoir, Dunkerque, c'est bien ça après... Non, après je vais à Montpellier, à Istres et après à Dunkerque. Ah oui, en jeune ou directement non, en pro. D'accord, ok, ouais, d'accord. Non, mon parcours, en fait, il n'a pas été... Il n'a pas été rapide. Il a été, au contraire, il a été, comme je disais, étape par étape. Et il a été un peu sinueux. Je suis parti à Montpellier parce que j'avais l'opportunité d'être 3e gardien. À l'époque, normalement, je devais être avec Thierry Meyer, mais il est parti sur Kiel. D'accord. J'ai fait 2 ans là et j'ai pu jouer parce que l'autre gardien s'est blessé et que j'étais performant. Mais derrière, j'avais besoin de trouver du temps de jeu pour aller à Istres. J'avais besoin de trouver du temps de jeu pour prendre des repères, comme on disait juste avant. Donc je suis parti à Istres, un club qui jouait plutôt le maintien en D1, mais où je savais que j'allais jouer. Il s'est trouvé qu'on a fini 2 fois 6e, qu'on a gagné une Coupe de la Ligue. Donc on a fait un parcours exceptionnel. Et d'ailleurs, je suis parti à Montpellier, à Dunkerque, pour jouer la Coupe d'Europe. Et en fin de compte, je suis arrivé en équipe de France à 28 ans. Alors que j'avais déjà été 3 fois meilleur gardien du championnat et que j'avais déjà gagné des titres. Donc je suis arrivé sur le tard en équipe de France. D'accord. Et moi, je voudrais aborder le côté PSG, Paris. Tu as joué à Paris. Je suis parisien, j'adore Paris. Et après, tu vas à Montpellier. Et à cette période-là, il y a une grosse rivalité entre ces 2 clubs-là. Alors, ouais, moi, j'ai fait Montpellier-Paris. Tu as fait Montpellier-Paris, ouais. D'accord. Oui, en effet, oui. Mais tu as gagné la Ligue des Champions avec Montpellier. Avec Montpellier. Ma question, elle est relativement simple. C'est l'armada que vous avez à Paris, pourquoi vous ne l'avez pas gagné, cette Ligue des Champions? Et je sais qu'on te l'a posé 1 milliard de fois, mais je suis obligé de te la poser. Avec Montpellier, c'est qu'on a eu la chance de la gagner en 2018. Et derrière, moi, un an et demi après, je partais à Paris. C'est réducteur de dire que Paris n'a pas gagné avec des champions. Parce que c'est vrai, que ça soit au hand, que ça soit au foot, c'est factuel. Ce qui est compliqué à Paris, c'est que chaque défaite, même pas défaite, mais match moyen, va être sujet à questionnement, sujet à polémique dans la presse. Et en fin de compte, quand t'es Paris, tu te dois de gagner tous les matchs tout le temps. Et de gagner avec des champions. On n'a pas réussi, on fait les 3 ans où je suis, on fait 2 Final Four, on finit 2 fois 3e, Paris perd 1 fois en finale une ou 2 années avant. Il y a sans doute un espèce de truc un peu psychologique. Le format du handball fait que tu joues une saison 40 millions de matchs et tu joues ton Final Four samedi-dimanche où tout peut arriver dans un sens comme dans l'autre. Il y a une autre équipe de handball qui s'appelle Veszprém qui a un budget... on va dire similaire à Paris depuis 20 ans et qui n'a malheureusement pour elle non plus jamais gagné avec des champions, alors que cette année ils ont une équipe où ils ont recruté Fabregas, ils ont recruté Rémi Lee, ils ont 2 gardiens incroyables. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'explication, il y a juste le contexte parisien qui fait que quand tu regardes au foot, quand Paris gagne je sais plus combien contre Barcelone à la maison. Oui, on s'en souvient. Voilà, mais voilà. on peut en reparler maintenant. Quel est le titre de l'article? J'ai un souvenir dans l'équipe 3 jours après. Pourquoi ils vont perdre? Ou un truc comme ça. Et en fait, quand t'es Paris, et donc, alors c'est le métier des sportifs de gérer ça. Mais dans le cadre du handball, la pression sur le PSG, elle est sans commune mesure avec tout ce qui se fait dans le reste. Tu es
En fait, tu es le handball pour la France, quasiment, pour les néophytes, pas pour ceux qui suivent, parce que ceux qui suivent, suivent bien entendu tous les autres équipes, mais pour celui qui regarde une fois de temps en temps l'équipe et machin, bah, c'est le PSG. Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'on t'attend tout le temps au tournant. Et si tu te vautres le seul week-end du Final Four où tu t'es vautré, et ben voilà, ta saison elle est considérée comme ratée. Alors qu'on a fait une saison à 30 matchs, 30 victoires avec le PSG, ce qui n'a jamais été fait. Je ne sais pas si ça sera refait, mais ça n'a jamais été fait dans aucun sport. Donc on a fait des choses aussi exceptionnelles. Et en termes de vie au quotidien, Paris, c'est différent. Par exemple, de Montpellier, qu'est-ce qui est différent au quotidien? C'était Coubertin, vous vous entraînez, ouais, Coubertin. C'est quoi qui est différent? Les trajets sont plus longs, les entraînements sont... C'est quoi qui est différent au quotidien? Moi, j'habitais à côté de Coubertin. J'y allais en vélo, je mettais 5 minutes. Donc ça allait. C'est vrai qu'il y a un confort à Paris. Tu voyages, t'as le standing du foot. Ouais. Donc en fin de compte, t'as quand même... une organisation, c'est une énorme machine et les gens qui travaillent dedans sont très performants, donc, et tu as des moyens. Donc c'est plus simple, c'est sûr qu'on voyageait en avion privé pour les matchs de Ligue des Champions, et c'est vrai que quand tu joues dans les pays de l'Est où il n'y a pas forcément d'aéroport à côté, c'est plus simple de décoller du Bourget et d'arriver directement à l'aéroport à côté, le petit aéroport. Quand on était à Montpellier, on faisait des fois Montpellier-Paris, enfin on faisait 3 avions pour faire on mettait 12 heures pour faire ce qu'on mettait 1h30 à faire avec le PSG. Il y a un confort qui est quand même plus important du fait des moyens qui sont meilleurs, tout simplement. D'accord. Ah bon, j'apprends des choses, c'est génial. Et c'est vrai qu'on se pose toujours cette question-là, même au foot, ils ne gagnent pas, au hand, c'est aussi très compliqué, mais c'est vrai que moi, je reste toujours fan du PSG, donc ça, c'est pas du tout un débat. On va passer justement à l'étape des questions-réponses. Donc, c'est des questions-réponses, on va échanger, il y a environ 7 questions des internautes. Celle-ci, elle est de Arthur, du 57. Qu'as-tu ressenti lors de ta première sélection en équipe de France ? Eh ben, j'étais content, comme je t'ai dit, elle est arrivée tard. Ça faisait un petit bout de temps que j'aurais aimé y aller, j'avais pensé que je pouvais y aller. L'équipe de France avant moi, avant que j'arrive, avait gagné tout le temps, donc il n'y avait même pas polémique. Quand une équipe elle gagne tout, c'est que ça va et il n'y avait pas besoin de changer. Mais c'est vrai que c'était frustrant. J'avais fini 3 fois meilleur gardien du championnat, on avait gagné des titres avec Dunkerque. Et donc du coup, je me souviens, la première sélection, elle a été à Nancy. Alors c'était pas en Moselle, mais c'est très marrant par... le jeu de l'histoire, j'ai joué la Norvège à Nancy, donc c'était top parce que j'ai pu jouer devant toute ma famille. Il y a ma grand-mère qui était venue, c'était un grand souvenir. Ça avait été compliqué parce que, on jouait contre la Norvège, on gagnait assez facilement de 10 buts. Moi, je jouais pas. Le coach me dit, va t'échauffer. Et là, les mecs remontent, et ils se retrouvent à -1 à 6 minutes de la fin. Oh, et il me dit, vas-y. Donc tu vois, tu te dis et je fais 2 arrêts, je crois, quelque chose comme ça, qui permettent de repartir en avant. On gagne 2-3. Donc ça a été, c'était bien, c'était dur. J'étais pas dans un fauteuil où on te dit vas-y, joue, amuse-toi. J'ai eu direct l'exigence de la performance, mais ça reste un très grand souvenir. Mais t'étais prêt, ça veut dire aussi. Moi, je dis souvent, d'ailleurs aux plus jeunes, ils veulent jouer très vite, très tôt, mais ils s'entraînent, enfin ça c'est mon avis, je trouve qu'ils s'entraînent pas suffisamment dur. Et ils disent oui, mais je ne joue pas. Mais en fait, finalement, entraîne-toi dur pour que le jour où on te met sur le terrain, il faut que tu sois prêt. Et là, tu étais prêt finalement. On a rarement, dans le sport de très haut niveau, on a une chance, on a 2 chances, on a rarement 3 chances. Exactement. Donc à un moment, il faut saisir. Et c'est vrai que peut-être ce qui a fait mon parcours, c'est que dès que j'ai eu une possibilité, je l'ai saisie. Et tu vois, je me pose souvent la question, comme tu dis au début, j'étais pas très grand. Quand j'ai fait les tests du pôle, j'étais pas pressenti pour être pris. Et j'ai fait une journée incroyable où j'ai été très performant. Et des fois, je me dis, mais si j'avais pas été bon là, on m'aurait peut-être pas pris. Et si on m'avait pas pris, qu'est-ce que j'aurais fait ? Et en fait, et tu te dis, des fois, et c'est un peu vertigineux de se dire, ça s'est peut-être joué, en partie... à une journée quand j'avais 14 ans, quoi. Tu vois, donc effectivement, il faut être prêt. Il faut, dans sa tête, il faut se dire que le but du jeu, c'est pas d'être en équipe de France, c'est d'être performant en équipe de France. C'est pas d'être Montpellierin ou au PSG. Ça a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de gagner, d'aider l'équipe à être performant. Ah, génial. Et je suis 100% d'accord avec toi. La deuxième question de Méléa Naïba. Un tips pour être aussi bon gardien que toi?
Un conseil. Quand on me demande, l'avantage du poste de gardien de but, c'est qu'il y a plein de styles, plein de tables, plein de morphotypes. Tu regardes rien qu'en équipe de France, on a Charles qui est très grand avec des grandes jambes, Rémi qui est pas très grand, moi qui suis un peu intermédiaire, et c'est pareil partout. Donc il y a possibilité pour tout le monde de s'exprimer. L'avantage qu'il y a maintenant, et c'est parfois c'est plus facile, on va dire, c'est qu'on a accès à beaucoup de vidéos. Donc moi, le conseil que je donne aux gens, c'est de regarde ce que font les grands gardiens et essaye de trouver des trucs que tu peux refaire ou de voir ce qu'eux ils font et qui marche. Moi, je regarde et je suis admiratif d'un Gonzalo Pérez de Vargas. Je me dis, putain, il fait plein d'arrêts à 6 mètres. Comment ça se fait qu'il fait plein d'arrêts à 6 mètres plus que ce que j'arrive à en faire? Comment il fait? Et j'essaie de regarder. Alors, tu peux pas t'inspirer parce qu'il a des qualités physiques qui sont totalement différentes des miennes, mais tu te dis, ben voilà, ça marche. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi pour essayer de m'en inspirer? Et là, la banque de données, elle est immense. Hein. Tu vas sur Instagram, tu tapes handball goalkeeper, et il y a tout ce que tu veux. Ou alors tu t'abonnes et tu regardes sur beIN ou sur Eurosport, tu regardes la Ligue des Champions. Tu peux donc inspire-toi. Déjà, rien que ça, c'est déjà une grande étape, quoi. Ah mais je suis non mais c'est vrai parce que c'est vrai qu'aujourd'hui justement tu parles d'Instagram. Aujourd'hui on va sur Instagram, qu'est-ce qu'on va y faire? Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a du contenu même pour les sportifs où on peut s'instruire, s'éduquer et avoir justement ces infos. Justement souvent ils ont des highlights, des périodes très très courtes d'un joueur Et là j'ai vu la LNH qui faisait des exercices types, qui proposait des exercices types sur Handball TV. Tu peux vraiment moi tu prends mon exemple sur Instagram, genre je regarde les gardiens de but de hand bien sûr, mais j'ai des problèmes de pubalgie. Je suis tombé sur un compte d'un mec qui travaillait, qui faisait du renforcement pour ça. Tu regardes et puis tu essayes de tester, voir ce qui te fait mal, ce qui te fait du bien, et en fait il faut s'en servir comme ça, il faut de façon intéressée. Là je suis ok. Troisième question de Loïc Bertrand. Donc, c'est quoi le processus d'entraînement pour rester au top niveau pendant toutes ces années? C'est vraiment pendant toute ta carrière. Là, justement, tu dis, je suis arrivé en équipe de France à 29 ans. Aujourd'hui, tu en as 37. C'est vrai que se maintenir à haut niveau, moi, je me dis toujours chapeau. D'ailleurs, tu l'as souligné, hein, Nicolas Karabatic, Phelps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comment toi, tu fais? Parce que finalement, tu as 37 ans et tu es toujours au niveau. Ouais, bien sûr. Je pense déjà, j'ai toujours pris du plaisir, comme on disait, à être en groupe. Donc déjà, quand t'as le plaisir à venir à l'entraînement, c'est cool. Enfin, c'est bien de pouvoir travailler dans des bonnes conditions. C'est vrai que quand tu vois les nageurs ou les athlètes, j'ai un respect infini pour eux, parce que encore plus les nageurs, et compter les pavés dans l'eau comme ça, tu te dis mais comment tu peux tenir ne serait-ce que 2 ans à faire ça, nager. En plus, quand t'es jeune, tu fais ça à 6h du matin. Moi, quand je vais à la piscine avec mes enfants, je suis oh là là, la souffrance. Alors j'imagine pas devoir se filer, avoir mal partout. Donc déjà j'ai toujours pris beaucoup de plaisir. J'ai essayé de comprendre là où j'étais bon, là où j'étais pas bon, et de faire ce que je savais faire. Je m'explique. Je pense ma principale force, c'est l'analyse, d'analyser le tireur, d'analyser les situations. J'ai une capacité qui était plutôt rapide et en fait je me suis dit comment je peux faire, et j'ai essayé de développer sur mon ordi une façon d'analyser les matchs en amont, pour pouvoir savoir à l'avance ce qui va se passer pendant le match, ou ce qui peut se passer pendant le match. Et après, parce que je sais que je suis pas 2 mètres, je suis pas méga explosif, j'ai un peu de tout. Donc il fallait que je fasse il fallait pas que j'essaye de, comme je te dis, de sauter partout, parce que je suis pas capable, je peux pas gauler que en placement parce que je suis pas assez grand. Donc c'est comprendre mes forces et mes faiblesses et agir sur mes forces. Et ton meilleur souvenir avec l'équipe de France, est-ce que tu as un meilleur souvenir? C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as beaucoup gagné avec l'équipe de France, mais qu'est-ce que tu retiens, toi, justement, comme meilleur souvenir? Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que, voilà, comme tu dis, j'ai beaucoup gagné, et donc aussi bien en club qu'en équipe de France. Et tu te dis, c'est dur. Je pense, tu veux savoir vraiment mon meilleur souvenir, c'est quand on a gagné Tokyo, on s'est retrouvé dans le vestiaire à la fin, et tu sais que c'est fini. Alors là, t'as ta pression, ta tension qui est là depuis un mois là. Pouf, il y a tout qui retombe à zéro. Tu bois un coup, t'es éclaté parce que t'es fatigué. L'adrénaline redescend aussi, redescend. Bien sûr. Et en fait, tu vois tout le monde qui est content, tu mets de la musique, ça danse, et là tu te dis, c'est des souvenirs que tu gardes. Alors bien sûr, tu peux dire les titres, le podium et tout ça, mais en fin de compte, c'est des moments de vie dont tu te souviens.
Et alors ça, c'est les très bons moments. Et après, ils sont justement à mettre en parallèle avec les mauvais moments quand tu perds et que t'es tous ensemble, mais t'es tout seul, quoi. Et je pense que c'est ça, c'est cet écart-là qui te fait autant apprécier la victoire. Ok. Aujourd'hui, bon, t'as été blessé pendant assez longtemps, donc t'as eu une pubalgie. Je remets un peu dans le contexte. Hein. La question, c'est comment se fait la rééducation à 37 ans, en pleine préparation aux Jeux Olympiques. C'est vrai qu'une pubalgie, moi je sais que j'en ai déjà eu, c'est dur à soigner, ça fait mal. Si tu peux aussi rappeler ce que c'est une pubalgie, comme ça au moins on sait où tu as eu mal et pourquoi ça t'a pris autant de temps. Ça faisait 2 ans que j'avais les adducteurs, le pubis, les abdos, le psoas un peu très, très inflammés. On a réussi à le gérer pendant à peu près 2 ans. Quand je suis arrivé à Kiel, on n'a pas réussi. C'est reparti en tout feu tout flamme. Et voilà, quand je pouvais plus aller promener mon chien pendant 10 minutes, quand chaque jour je devais manger des anti-inflammatoires, que je devais, après chaque entraînement, me mettre dans le bain froid pendant une demi-heure pour l'impression d'être une cocotte minute, on a pris la décision de m'opérer. Donc je me suis fait opérer en France par le docteur Reboul, qui m'a coupé les deux adducteurs pour les rattacher ailleurs et qui m'a resserré tous les abdos. Donc ça a été une opération qui dure pas long, qui dure 1 heure, 1 heure et demie, mais derrière il y a eu 4, 5, 6 mois de rééducation à base de renforcement, d'assouplissement, de remuscler les adducteurs, remuscler les abdos, remuscler le psoas. Ça a été compliqué. Alors après, on le fait pas forcément différemment à 37 ans qu'à 25. Je pense que ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Kiel m'a annoncé que même si j'étais revenu, je jouerais pas. Donc moi, j'ai pris la décision de partir à Istres. Et Istres a tout fait pour moi dans le cadre de cette fin de rééducation, en vraiment me laissant carte blanche par rapport à mes sensations. On parlait de l'entraînement, quand je le sentais pas, je faisais autrement. J'ai tout fait un peu à la carte, selon mes sensations, en totale confiance, pour revenir et réussir à monter en D1 avec Istres. Mais peut-être que la différence, quand on est un peu plus âgé, c'est qu'on se connaît mieux et qu'on a moins besoin... on a comment dire, un échéancier dans la tête et on le suit, on n'essaie pas de griller les étapes. Et je me permets justement de revenir sur cette saison-là, sur cette blessure qui t'a beaucoup handicapé, parce que tu signes quand même à Kiel, un gros club, un gros club. Aujourd'hui, t'as pas fait un match officiel, si je me souviens bien. Tu fais pas de match officiel. Tu loupes aussi les championnats d'Europe avec les copains. Je me dis, mais mentalement, là, soit t'es blindé, soit t'es super fort, ou soit tu plonges. Et moi, je voulais savoir vraiment ton état d'esprit au moment où tu as l'impression que les grosses échéances, en fait, ton dernier gros challenge, bien sûr, il y a celui-là des Jeux Olympiques, comment tu fais? Eh ben, t'as envie d'arrêter le hand. Non, mais c'est ça, c'est sûr. Je pense que s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques, je me serais demandé si le jeu en valait vraiment la chandelle. Là, il y avait les Jeux, t'as les amis, t'as la famille, et puis tu te dis, bon, une fois de plus, c'est un échec de plus, mais c'est un autre truc à surmonter. Alors on verra de quoi l'avenir sera fait, mais en tous les cas, je me suis dit, je me suis posé la question et je me suis dit, je pense que je l'aurais regretté toute ma vie si j'avais pas essayé. Et à partir du moment où je me suis dit, bon essaye. Donc je te dis, je me suis opéré le 15 septembre, donc on est sur et donc chaque jour, c'est long, tu sais pas comment tu te réveilles le matin. Alors déjà, tu arrives à dormir la nuit, parce que avant ça, je pouvais plus dormir la nuit, parce que dès que je me retournais, j'avais mal. Enfin, tu vois un peu le je vois très bien. C'était horrible. Donc chaque jour, tu essaies de franchir une petite étape, tu es content. Quand je suis revenu à Metz, c'est une anecdote qui est rigolote maintenant, mais je suis revenu à Metz, ma compagne, elle bossait pour les journalistes, et elle bossait pour Moselle TV sur l'Open de Moselle de Metz. Et moi, je pouvais pas courir encore à l'époque, donc j'essayais de faire du cardio en VTT. Et je suis tombé, je me suis éclaté, je saignais de partout. Et je me dis, ouais, mais je vais jamais y arriver, ça c'est pas possible. Et donc j'étais devant les arènes, je l'appelle, je dis, viens me chercher. J'étais par terre, je rampais, j'avais mal partout. Je me dis, ça y est, j'ai tout repété. Et en fait, tu te dis, chaque jour, il se passe un truc. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle galère ça va être? Et on aimerait croire que quand on se fait opérer, ou quand on décide, ça va faire comme ça, t'auras un peu mal, un peu moins. Et en fait, tu fais ça, et c'est dur parce que tu dois te battre.
contre ton propre corps qui, des fois, il répond pas comme tu as envie. Et moi, je sais que je suis capable de fournir des gros efforts, mais je sais aussi que ça sert à rien sur certains moments, parce que de toute façon, ton corps, il te donnera pas la récompense qu'il faut. Donc, il faut travailler. Donc, ouais, c'est pas mal d'abnégation. Je pense que le fait d'aller à Istres aussi avec un club que j'avais déjà connu des années auparavant, de rejoindre des copains, des vrais copains qui m'ont vraiment... qui m'ont mis bien, enfin, tu sais, soutenu, accompagné, ouais, voilà, et qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de faire ces 4 mois dans la meilleure des conditions possibles que j'aurais pu imaginer. Ça m'a permis de faire ça sur un temps très court, de dire bon bah ok, vas-y, c'est bon, je vais me donner à fond et puis on verra ce que ça donne. Mais quoi qu'il se passe, de toute façon, j'ai vécu une très belle aventure à Istres et j'aurais clôturé ma carrière en club d'une façon qui me satisfait. Et ça, j'avais à cœur, j'avais pas envie de me dire t'arrêtes après avoir joué contre une N1 avec Kiel, t'as gagné 50-25. Là, je suis arrêté, on est monté en D1 avec Istres. Et donc, du coup, j'ai vécu une belle aventure humaine. Donc, du coup, je suis content par rapport à ça. Après, on verra ce qui se passera pour l'équipe de France. Mais ce point-là me fait me dire que déjà, quoi qu'il se passe, j'aurais fait le bon choix. D'accord. Ok. Donc bien évidemment, hein, c'est une avant-dernière question, c'est toujours sur les JO, c'est un pincement au cœur que ce soit probablement tes derniers JO. C'est vrai que tu l'as annoncé, hein, que tu pars à la retraite à la fin des JO. Est-ce qu'il y a un petit pincement au cœur? Bon, tu as un petit peu répondu à la question, mais voilà, tu as un petit pincement. Comment on aborde vraiment quand on sait que c'est ces 2 derniers mois de compète à haut niveau? Bah, c'est compliqué, c'est une vraie réflexion que j'ai pu avoir. Je pense que déjà, j'arrête parce que je suis prêt à arrêter. J'arrête pas parce que j'ai pas d'opportunité, j'arrête parce que j'adore faire du handball, mais les à côté ne me conviennent plus, sont trop fatigants. Ensuite, je pense que l'erreur, ça aurait été de se dire ça, justement. De se dire, c'est les 2 derniers mois, donc là, c'est la dernière fois que je pars en prépa, c'est la dernière fois que je prends le train, c'est la dernière fois que je mets mes chaussures, Parce qu'en fait, si tu fais ça, tu vis pas le... Moi, j'ai vécu mes derniers moments en club, le matin. En fait, je me suis dit, je vais y penser. Et en fait, le matin, on avait le match. Bah, j'ai fait mon sac comme ça, après je suis parti. Et j'ai pas pensé que c'était la dernière fois que je mettais mon maillot de match, que c'était juste au moment où ça s'est fini. Là, tu te dis, bon, là, c'est fini. Mais avant, t'y penses pas. Donc, je pense que je vais être un peu dans cette même optique. Continuer à jouer. Et le jour, comme je suis prêt à arrêter, le jour où ça sera fini, c'est que ça devrait s'arrêter. D'accord. Et bien sûr, par rapport à la reconversion, on l'abordera en dernière partie, mais est-ce que tu resteras dans le monde du handball quand tu prendras ta retraite de joueur? Alors, j'ai plein de projets. Je suis président du syndicat des joueurs et des joueuses professionnels de handball. Je vais essayer de rester là-dedans. Peut-être développer un peu mes compétences en reprenant un peu les études et en faisant peut-être un master de droit ou des choses comme ça. Je serai pas dans l'entraînement comme entraîneur général, c'est pas un truc qui me plaît, et puis si j'arrête d'être joueur, c'est pas pour retourner tous les week-ends en déplacement. Je permets de te couper, c'est ce qu'on dit au début, et après on est pris par la fibre, surtout après, avec les enfants. En plus tu m'as dit que t'avais deux garçons, c'est ça? Ouais. 2 garçons, c'est vrai que quand ils grandissent souvent, on a tendance à vouloir les accompagner, et on passe entraîneur, et puis voilà, c'est pas improbable, hein? Bah ouais, mais alors moi tu vois, je me dis entraîneur gardien, je te dis oui tout de suite sur certains trucs, mais c'est vrai qu'entraîneur, j'ai été joueur, je sais à quel point un joueur ça peut être con, j'ai été con. Et en fait, il faut prendre sur soi tellement que pour l'instant, et puis je te dis partir en déplacement, et puis je pense pas, je me suis jamais formé pour être entraîneur de handball global. Et j'en ai jamais j'ai jamais eu cette fibre là. Par contre, entraîneur gardien, si, c'est un vrai projet, et ça j'ai envie de développer, alors que ce soit avec les jeunes ou avec les plus grands, on verra si c'est à Metz, si c'est ailleurs, j'en sais rien encore, mais c'est vraiment mon projet. Et après, j'ai un projet un peu plus perso, j'aimerais bien ouvrir une librairie sur Metz. Et donc du coup je commence un peu à prospecter, je commence à regarder, mais c'est un projet plus sur du moyen terme, parce que j'ai vraiment envie de mettre ça en place de façon cohérente et que ça puisse tenir le choc. Mais comme j'adore lire, j'ai un peu ce côté un peu entrepreneuriat qui fait que c'est un truc qui va me tenir à cœur aussi. Ok, on l'abordera en dernière partie. Moi j'ai une question, c'est le basketteur qui parle, hein. Pourquoi un gardien n'a pas le même entraîneur que le reste du groupe? Pourquoi et pourquoi? Vous êtes à part, vous êtes des aliens, vous êtes différents? Non, mais c'est un poste qui est spécifique.
C'est un poste qui est vraiment spécifique, qui nécessite une technique spécifique. Autant les joueurs, et encore, hein, parce qu'on dit souvent, lui c'est un ailier, il comprend rien au handball, lui c'est... à tort, hein, sans doute, hein, mais c'est vrai que gardien, on n'a pas du tout, on n'a pas le même rapport à la balle, on n'a pas le même rapport, on n'est pas là pour marquer des buts, on reçoit les ballons, donc tu as besoin d'avoir cette technique spécifique que les gardiens, que les joueurs n'ont pas eu, donc forcément c'est difficile de parler d'un truc. C'est comme si demain, je te disais, moi je vais faire entrer dans le basket, j'aurais vu des vidéos, je me serais peut-être même renseigné, mais j'aurais pas le vécu d'être sur le terrain de basket. C'est la même chose, un joueur il a pas été dans les buts, et de la même façon qu'un gardien, il va pas expliquer aux joueurs comment faire. C'est pas le même, c'est quasiment pas le même sport. Parce que même à la mi-temps, c'est vraiment séparé. Mais alors ça, c'est peut-être aussi une petite convenance. Nous, on aime bien être tranquille, tu vois. Et donc du coup, tout le monde dans le vestiaire, quand le coach il a fini de faire le discours global, t'as un peu des droits. Alors comme c'est des droits qui sont un peu acquis depuis des années, on va pas trop les remettre en question. Mais c'est vrai que moi j'aime bien. Et alors c'est quand même un poste qui est éminemment psychologique. Donc tu as besoin quand même d'être concentré, c'est un peu différent. Le gardien de handball, je dis souvent, déjà il passe sa vie à gérer des échecs, parce que s'il fait 35% d'arrêt, c'est un bon match. Donc ça veut dire qu'il prend un but sur 3, il arrête un tir sur 3, donc ça veut dire qu'il il est souvent en échec. Ouais. Ensuite il est tout seul pendant 30 secondes. 30 secondes il est en train de jouer, et 30 secondes il y a ses copains qui sont là-haut, et lui il est tout seul comme ça. Donc si ça se passe bien, il faut pas qu'il s'emballe trop. Si ça se passe pas bien, il faut pas qu'il plonge parce qu'il est en train de prendre les buts. Donc tu as quand même besoin d'avoir cet aspect psychologique, et par rapport au gardien, de l'entraîneur et des gardiens, pouvoir échanger avec quelqu'un qui a eu cette expérience-là, c'est quand même primordial, parce que des fois, je revois encore les entraîneurs qui te disent prends pas premier poteau. Et en fait, ça veut rien dire. C'est nul comme phrase. Explique-moi pourquoi tu veux pas que je prenne là. Est-ce que c'est parce qu'il y a le tireur? Est-ce qu'il y a le contre? Est-ce que parce que c'est moi? Est-ce que je suis mal placé? Et en fait, c'est tellement spécifique que tu as besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment le poste et tous les enjeux et tout ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps pour pouvoir travailler. D'accord. Vu comme ça, c'est normal. Ça va. Vu comme ça, c'est normal. On va parler justement les JO, hein, Paris 2024, c'est à Paris. C'est vrai que c'est le rêve de tout sportif français de faire les JO à domicile. Aujourd'hui, ça va être ton cas. Tu es sur la liste, du moins, tu es sur la liste. Ton statut va changer. Comment ton statut, hein, bien sûr, de gardien, tu seras plus numéro 1 forcément, du moins au début, non, peut-être que je me trompe. Peut-être que je dis des bêtises, hein, mais n'hésite pas à me dire, non, tu dis des bêtises. Et c'est vrai que moi, je me dis toujours que quand on a 37 ans, et enlève-moi le doute, hein, je dis pas qu'on est vieux, je dis juste qu'on a beaucoup d'expérience, et souvent, c'est ce qui fait la différence dans un groupe. Et aujourd'hui, toi, quelle est l'expérience que tu vas apporter justement à ce groupe France pour aller, bien évidemment, on le sait, c'est aller chercher l'or? Alors, mon statut, je sais pas. Hein. Ouais. Moi, je vais y aller pour essayer d'être numéro 1 et de jouer le plus possible. Et effectivement, j'ai pas fait la dernière compétition. Maintenant, chaque compétition a sa propre histoire, et on verra bien à ce moment-là. Mais je pars pas en tant que numéro 2 ou numéro 3. Hein. Dans ma tête, j'y vais pour jouer. Par rapport à ça, par rapport à l'expérience, c'est vrai que, et c'est encore plus pour les Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques, c'est une compétition qui est complètement différente. Quand on fait les championnats du monde, les championnats d'Europe, ou même la Ligue des Champions, on voit les mêmes têtes, on va dans les mêmes hôtels, on voit les mêmes gens. Les Jeux Olympiques, c'est Disneyland. Tu es dans le village olympique, tu vois des athlètes de tous les pays, tu vois les mecs que tu regardes à la télé, à la perche, en natation, en lutte. Donc c'est vraiment, il faut vraiment se mettre dans sa bulle, parce qu'on a vite fait de se perdre à essayer de reconnaître, et puis de ne pas être concentré sur son sport. Et c'est vrai que la première fois qu'on est arrivé à Rio, on nous a fait rentrer dans le village 3 jours avant, et le coach nous a dit à l'époque, donc aux jeunes, pendant une journée je vous laisse tranquille, faites ce que vous voulez. Erreur. non, mais c'était bien, et après il dit par contre derrière on se reconcentre. Mais en fait c'était d'apprivoiser le truc, de voir, de découvrir là où était la cantine, de voir, et après une fois que t'as fait, c'est bon, vous avez fini, vous avez rigolé, maintenant on s'y met, on part en une compétition. Donc l'expérience des Jeux Olympiques, elle est primordiale, en ce sens que c'est une compétition qui est différente encore. Donc tu peux pas, ça s'explique même pas, ça se vit juste. Donc c'est une compétition où c'est pas confortable. Quand t'es en championnat du monde, t'es à l'hôtel, tu descends, tu prends l'escalier, tu vas à ta salle de repas. Là, potentiellement, tu vas devoir marcher 1 kilomètre, tu vas être bloqué dans l'ascenseur parce qu'il y aura 10 000 personnes, tu sais pas ce que tu vas manger, tu manges dans un hall où il y a 5 000 personnes qui mangent en même temps. Enfin, donc c'est une compétition qui est vraiment particulière, et en ça, l'expérience peut être très utile.
Et justement, en parlant d'expérience, toi, t'en as fait, ce serait potentiellement ton troisième. Tu fais Rio en 2016 avec l'argent. Tu fais Tokyo 2020, 2021, on va dire même. Aujourd'hui, tu vas faire Paris dans un contexte totalement différent des derniers Jeux. Toi, comment tu l'as ressenti un peu ce Tokyo et qu'est-ce que tu attends de Paris? Parce que c'est vrai que Tokyo, finalement, c'était la crise sanitaire, tout était fermé. Comment toi tu appréhendes, bah, justement, là tu vas passer, enfin j'ai l'impression qu'on va passer de 2016 à 2024. En termes d'engouement extérieur. Hein, bien moi évidemment. je pense que c'est pareil, une fois qu'on est sur le terrain, public, pas public, du bruit, pas du bruit, t'entends rien. Donc pour moi je me dis pas, j'attends rien. Alors après c'est sûr que tu joues en France. La question que je me pose, c'est est-ce que comme on sera en France, parce que c'est les Jeux Olympiques, il y aura que du public français qui sera pour nous supporter. Ouais. Quand on joue en France avec l'équipe de France, on sait que c'est 6000 personnes pour nous, 7, 8. Là, on va jouer à Pierre-Mauroy à Lille, on espère. Ouais. C'était, en 2017, c'était 28 000 personnes pour nous. Est-ce que ça sera comme ça ou ça sera des gens qui auront acheté des billets Donc du coup, quelle ambiance on va avoir? Est-ce qu'on va avoir une ambiance folie aller les Bleus ou une ambiance on vient voir du sport, on vient voir du handball? C'est vraiment la seule question que je me pose. Après, moi, je me dis pas que ça va être différent. Tu te dis, quand t'es sur le terrain, au final, t'as ce truc-là, et puis tu discutes avec tes partenaires sur le banc. Tu peux regarder l'entraîneur gardien ou les gens qui sont proches, mais sinon, t'es concentré sur toi, donc ça changera pas grand-chose. Donc là, vraiment, Paris 24, toi, en fait, tu l'appréhendes comme une compétition internationale, enfin pas normale, mais tu te mets pas plus de pression que ça sur les JO. Bah, je vais retourner ta question. Ouais. Est-ce que ça serait bénéfique pour moi de le faire? Non, je pense pas non plus. Mais on parlait fin de carrière. Bon, c'est vrai que tu as un peu répondu à toutes ces questions-là, mais fin de carrière, dans 3 mois, moi, j'arrête le hand. Je suis à Paris, je suis devant la famille. Ah, je me dis, mais enfin, moi, je l'ai jamais vécu, bien évidemment. Donc, je me dis, peut-être que ça me met une pression supplémentaire quand je me lève le matin, quoi. Bah, j'essaye justement que ce soit pas le cas. D'accord. Et je pense que il faut que ce soit le cas pour tout le monde. Parce qu'en fait, si tu commences à penser ça, c'est le meilleur moyen d'échouer. Et c'est vrai qu'on a vu des grandes équipes nationales dans d'autres sports échouer de façon grandiose à la maison parce que y a trop cette pression. Et c'est vrai que ce que je dis souvent, quand tu joues à domicile, c'est toujours un avantage. Sauf le moment où tu commences à voir que tu vas perdre. Et là, tu te dis, putain, il y a ma femme dans les tribunes, il y a les copains, ils me regardent. Et puis, il y a le public, et puis il y a tous les gens que je vois, puis il y a le mec avec qui je fais mes courses le dimanche. Et là, tout le monde va juger, tout le monde va... Et en fait, là, la pression, elle fait pouf, elle change de camp complètement, et ça s'inverse. Donc en fait, le but du jeu, pour moi, c'est de se dire, on va jouer des matchs de hand normaux, Paris, pas Paris, fin de carrière, pas fin de carrière, parce que en fait, c'est parasite. Et ça, il faut le laisser de côté. Et alors peut-être que la chance que j'ai, c'est que vu que j'ai déjà gagné les Jeux Olympiques, j'ai pas cette pression de me dire putain c'est ma dernière chance de les gagner. Là ça serait une chance d'être triple médaillé olympique, ça serait incroyable bien sûr. Mais quoi qu'il se passe, à la fin je serai double médaillé olympique et champion olympique à Tokyo. Donc il faut que ça soit un plaisir et non pas une pression. Merci pour le conseil. Ouais, merci pour le conseil. Tu nous donnes beaucoup de conseils à ce niveau-là. Parce qu'en fait, finalement, c'est nous qu'on se met plus de pression pour toi que toi pour toi-même au final. Hein. Bah, tu vois, des fois, c'est un peu lourd. Enfin, c'est pas que c'est lourd, mais les gens, ils disent alors tu vas aller faire les jeux, alors tu vas machin, et puis vous allez gagner. Puis alors, c'est gentil, les gens ils disent on a pris des places pour les demi, on a pris des places pour la finale. Et tu dis oui, bah, moi, là, le truc sur lequel je suis concentré en ce moment, bah, c'est d'aller faire la prépa et d'essayer d'être en forme. Et j'essaie de pas griller les étapes. Peut-être que si on s'appelle la veille, si on a la chance d'être en finale, qu'on s'appelle et je vais dire putain, il faut pas que je la rate. J'espère pas. J'espère que j'arriverai à gérer ça différemment. Mais en tous les cas, il faut. Ça, c'est nocif. Enfin, c'est nocif. Ça, c'est toxique pour la performance et il faut réussir à le mettre de côté. D'accord. Ok. En tout cas, nous, même si on n'a pas forcément prévu d'être présent dans les stades, mais on va vous encourager à... Et c'est vrai que finalement, c'est ça, c'est la ferveur, le rassemblement du peuple français autour justement de ces équipes-là. Moi, je suis 100% d'accord. On va passer au tac au tac. Allez. Donc, je te laisse 60 secondes, 1 minute pour répondre à toutes les questions. Je mets un petit chrono, hein, bien sûr, quand ça vibre, je te dis. C'est quoi, je réponds tu réponds un mot à chaque fois ou... Tu réponds comme tu veux, t'as 60 secondes. Ça sera la surprise, vas-y. On y va. Quelle est la force ultime d'un gardien? L'intelligence. Quelle est la personne la plus connue dans ton répertoire téléphonique? Benoît Hamon. PSG ou Montpellier handball?
J'ai pas de réponse. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Amuse-toi. Ton meilleur souvenir au handball? La Ligue des Champions 2018 avec Tokyo 2021. Le joueur le plus impressionnant avec qui tu as joué? Nicolas Karabatic. Quel est ton modèle quand tu étais plus jeune? J'en avais deux, c'était Thierry Omeyer et Henning Fritz, le gardien de l'équipe d'Allemagne. Super. Ta ville préférée? Metz. Ton dessin animé préféré quand tu étais jeune? Les Tortues Ninja. Et 3 mots qui te décrivent? Caractère, persévérance, gentillesse. Top, parfait. On est dans les clous. Merci. Donc on a abordé hein, la reconversion. C'est vrai que moi, tu vois, en tant que sportif, 37 ans, je dis mais t'es jeune, t'as tout le temps devant toi. Et quand t'es sportif, on dit oui, mais t'es en fin de carrière, t'es vieux, etc. Et là, tu reparlais justement que t'allais reprendre peut-être potentiellement les études. C'est vrai que dans quel état d'esprit tu te mets en reconversion, voilà, d'aller chercher des contacts un peu partout, ou tu as déjà créé ton réseau en tant que joueur? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne pour toi? J'ai toujours fait des études, donc comme je t'ai dit, j'ai fait une licence STAPS que j'ai commencé à Metz, que j'ai fini à Montpellier, j'ai passé une licence de management, et après j'ai fait l'école de commerce de Grenoble. J'ai toujours fait plein de trucs. Pendant ta carrière? Pendant ma carrière, ouais. Bah génial, ah ouais. Ah ouais, bon. Et j'ai toujours voulu faire plein de trucs. J'ai jamais voulu me cantonner au hand parce que j'ai toujours voulu me dire si ça se passe mal, ou même quand ça se passe mal, bah, c'est bien de penser à autre chose. Quand j'étais en cours, je me souviens, des fois tu perdais, le lendemain tu avais un prof, tu te faisais engueuler parce que tu n'avais pas fait tes devoirs de finance. Le prof il en a rien à foutre que tu fasses du hand ou compagnie. Donc ça permettait de faire deux choses à la fois et puis de rester les pieds sur terre. Je peux te couper. Qui te conseille pendant ta carrière de prendre tes études, de continuer tes études? C'est toi seul ou c'est ton entourage? Non, bah, mes parents, ça a toujours été quelque chose de très clair. Tu fais tout le hand que tu veux, par contre, t'arrêtes pas les études. À la base, je me destinais à jouer de prof de PS. Après, le hand a tellement bien marché que je suis pas allé au bout, mais jusqu'à la licence, mes parents, c'était obligatoire de continuer. Et après, derrière, moi, j'avais pas envie d'arrêter. J'étais plutôt doué pour les études et je me disais que ça aurait été gâché de pas aller plus loin, tu vois. Et donc après j'ai continué, après j'ai fait ça, puis j'ai toujours eu envie de faire de bidouiller. J'ai monté une société de création de podcasts avec un collègue qui était messin et maintenant qui est parisien, Benjamin Muller, hein, qui était allé à la maison des maternelles. Tu veux donner le nom du podcast? Alors maintenant je sais plus, mais ça s'appelait notre société de production s'appelait SMEC Production. On a bossé pour voilà. C'est marrant. On était tous les deux là-bas. Mais on a bossé. Alors et Benjamin fait un podcast pour enfants. Je vous encourage à taper son nom. Vous verrez, il fait des trucs incroyables. Quand j'étais sur Paris, ça me permettait d'avoir du réseau, de passer le temps, de faire des trucs. Et c'était vraiment très sympa. Après je suis reparti sur Saint-Raph et en ce moment j'ai monté un petit business, je loue des game ready, donc j'essaye, en fait c'est pas pour faire de l'argent, c'est juste pour déjà prendre un peu la température du monde de l'entreprise, de comment ça fonctionne, de tous les process, puis j'aime bien, puis ça me fait passer le temps. Et donc derrière je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Donc, je me suis toujours investi beaucoup dans le syndicat des joueurs et des joueuses professionnelles de handball. Je suis président depuis maintenant 5 ou 6 ans. Et je me suis dit vous êtes dans le même bâtiment que l'UNFP, il me semble bien. Alors on a un bureau à l'UNFP, oui. Ouais. On a un bureau à l'UNFP, mais on est aussi à la maison du hand. On alterne les deux. Ouais. D'accord. Et mais alors ça c'est plus notre directeur général Benoît Henry qui est l'ancien, il peut pas être parfait, mais je suis d'accord. qui est. Mais et donc moi j'avais envie de m'investir. Je vais avoir envie de m'investir plus par ce biais-là. Peut-être de me former encore davantage et chercher un truc à faire. Comme j'ai déjà un diplôme d'école de management avec Grenoble, de faire peut-être du droit, faire un truc où je vais être un peu plus pointu. À la fois parce que ça m'intéresse, à la fois pour passer le temps et à la fois pour continuer à me former, quoi. Donc c'est un projet. Après il va falloir voir comment ça se bidouille avec l'année, avec les enfants, avec le retour à la normale. Mais je me suis mis au golf aussi. Je vais beaucoup golfer en ce moment et ça me permet de m'aérer l'esprit. Mais c'est vrai que j'attends de voir un peu. Je me mets pas de limites, je me mets pas non plus de cadre et d'obligations. Si le seul truc que je sais que je vais faire, c'est continuer avec le syndicat et continuer à m'investir. Après, on verra dans quelle mesure et comment.
Je vais me poser une question, je vais me faire l'avocat du diable, hein, mais quand on a une grande carrière comme la tienne, est-ce qu'on a encore besoin de travailler? Et grosso modo, est-ce que on met assez d'argent de côté pour se dire bon, mais moi, je fais ce que j'aime, ou finalement, il faut toujours se remettre dans le bain en question et faire de l'argent? Alors moi, faire de l'argent, pour faire de l'argent, non, c'est pas ça le problème. Alors, il y a les aléas de la vie, hein, qui font que tu as plus ou moins d'argent par oui, bien fois, sûr, mais bien sûr. je pense que, j'espère avoir mis assez d'argent de côté pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Je sais que j'ai pas envie d'aller dans un bureau à 8h et de repartir à 18h, c'est un truc qui me plaira pas, je pourrais pas. Et pourtant mes études me permettraient de le faire. Maintenant, j'espère avoir assez d'argent pour pouvoir me dire, si pendant 2 ans, ce que je veux faire, ça marche pas, j'ai quand même suffisamment de quoi vivre. Donc, pour pas travailler, en fait, je me suis même pas posé la question parce que j'ai pas envie de pas travailler. J'ai pas envie de travailler 60 heures par semaine. J'ai envie de faire des projets, de développer des trucs qui me plaisent. Et ça, le confort que j'ai pu acquérir tout au long de ces années de carrière, j'espère que ça pourra me le permettre. Très bien. En tout cas, nous, on espère. Et puis, je vois, hein, t'as un projet. En fait, depuis que tu as 15 ans, finalement, tu as un projet et tu vas y arriver. Hein. On va reparler du hand, hein, en Moselle. Hein. Tu disais justement qu'à l'époque, il y avait 2 grands clubs en Moselle, masculins, bien évidemment. Aujourd'hui, il n'y a que Sarrebourg. Voilà, il n'y a que Sarrebourg qui se bat un petit peu avec Nancy. Est-ce que toi, on te verrait président ou initiateur d'un nouveau mouvement dans le hand masculin? C'est sûr que si je suis dans le hand, j'aimerais bien être plutôt place de manager général qu'à place d'entraîneur. Maintenant, le contexte économique fait qu'actuellement, pour être un club, alors ce que fait Sarrebourg, c'est incroyable, avec les moyens dont il dispose, c'est exceptionnel. Mais pour être un club d'envergure en première division, il faut compter un budget de, 6-7 millions. Qui va trouver 6-7 millions comme ça et qui a la force de démarrer à zéro? À Metz, il y a Metz Handball qui est l'emblème du handball messin, qui a les résultats pour être ça. Tu veux créer un club de handball à Metz masculin, alors il y a les garçons là qui jouent en N1, donc la section masculine, mais tu veux créer un club pour monter en D1, est-ce qu'il y a le bassin économique pour aller chercher des sous pour le hand garçon et le hand fille? Ça paraît compliqué, donc c'est vrai que il y a un très grand vivier du handball de N1, N2, N3. Au-dessus, c'est plus compliqué parce que ça demande des moyens économiques qui sont difficiles et on voit qui sont importants, et on voit les gens, à Sarrebourg, les mecs sont obligés de travailler d'arrache-pied et de monter des équipes intelligentes avec des recrutements intelligents pour pouvoir survivre en D2. Ouais, c'est vrai. Et en plus, la D2 et la D1, il y a un gap aussi. Hein. C'est l'impression que c'est deux mondes. Il y a un gros gap financier. Tu as besoin de payer beaucoup plus les joueurs, tu as besoin d'être beaucoup plus structuré. C'est difficile. Les clubs qui montent de D2 à D1, s'ils n'ont pas réussi à se structurer en amont, généralement ils redescendent assez vite. Ouais. Et je peux te demander, un joueur moyen de D2 et un joueur moyen ou un top joueur de première division, c'est quoi le delta? Si tu sais à peu près, je connais rien du tout. C'est compliqué, mais je pense que c'est au moins x4, je dirais, entre un joueur de D2. Alors après, il y a des joueurs de D2 qui gagnent, c'est pareil, il y a des gros clubs, mais si on prend moyen, entre x3 et x4. D'accord, ok, d'accord. Donc il n'y a pas photo. Oui, il y a un delta. Ouais. Donc finalement, le hand en Moselle, c'est masculin, bien évidemment. Tu penses que c'est soit Sarrebourg, soit tu es manager à Sarrebourg, si j'ai bien compris. C'est loin, ça. Ok, c'est loin de Metz. Non, mais je pense qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. C'est vrai qu'il faut plutôt voir dans l'autre sens. On a la chance d'avoir un club de handball, hein, qui est capable de prétendre à gagner avec des champions chaque année à Metz. Il faut s'en réjouir et il faut pas se dire effectivement tu peux pas être actuellement un petit garçon messin et rêver de jouer en D1 dans ton club, dans ta ville. Mais ça arrive à tout le monde et il faudra s'expatrier. Peut-être que l'avenir du hand est plus lorrain et avec Nancy qui peut-être y prétendre. À Metz, ça paraît compliqué et ça paraît même ça serait pas intelligent actuellement que d'essayer de monter un club concurrent à Metz Handball, à la fois pour les garçons et à la fois pour les filles.
D'accord. Tu as des enfants aujourd'hui. Est-ce que tu souhaiterais qu'ils suivent ton parcours ou que tu veux leur proposer autre chose ou un autre sport? C'est compliqué parce que c'est difficile. Il y a des moments qui sont vraiment difficiles. Donc moi, alors mes enfants, je leur souhaite juste d'être heureux. Et s'ils sont comme moi et qu'ils arrivent à s'épanouir aussi dans la gestion de l'échec, ça ira très bien. S'ils préfèrent avoir une vie un peu plus tranquille et paisible, qu'ils sont heureux, pour moi, ça sera le principal. Mais merci à toi, Vincent, pour cet échange-là. On croise les doigts pour que ce titre, on va dire, cette médaille d'or arrive pour l'équipe de France. Mais quoi qu'il arrive, j'ai compris, c'est prendre du plaisir et pas penser forcément au lendemain. Non, t'as tout compris. Merci à toi, Vincent. Merci beaucoup.